Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés aujourd'hui, comme chaque semaine, je retrouve Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Original. Alors aujourd'hui, vu le sommaire, j'ai tout de suite envie de te demander quelle est ton némésis technologique, Gauthier ? Moi, n'importe quelle technologie, c'est un peu mon némésis technologique. Moi, la fracture numérique est très grande chez moi, donc même un simple téléphone mobile, c'est déjà beaucoup. Et si je te demande ça, c'est parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est Black Mirror, qui arrive pour une saison 7 sur Netflix. En suivant, on enchaînera avec notre fameuse rubrique « Ne cherchez plus », où évidemment, chaque semaine, tu nous fais une reco et tu nous parles de quoi cette semaine ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Order, mais attention, pour les fans de vidéoclub du début des années 2000, on va pas parler de celui avec Jean-Claude Van Damme. On va parler d'un nouveau The Order avec Jude Law dans le premier rôle et Nicholas Hoult dans le rôle du méchant. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous aimez Originals, abonnez-vous bien sûr à nos réseaux sociaux, likez, commentez tous nos épisodes un peu partout. On a vraiment besoin de vous. Bah oui, mettez des petites étoiles et faites-nous des retours. On commence donc cette semaine par un gros plan sur Black Mirror, une série d'anticipation britannique signée Charlie Brooker, diffusée sur Channel 4 en 2011 et récupérée à partir de la 3e saison par Netflix. On parle aujourd'hui donc de dystopie, de technologie, mais surtout des égarements des individus et de la nature humaine face à ce pouvoir. Et donc une satire critique de notre société, un miroir déformant, c'est Black Mirror dans Originals. Nous sommes ravis de vous retrouver. Prêt ? Ouais. 3, 2... Et action. On dit que ça amplifie l'esprit. Le LSD modifie votre structure neuronale. L'esprit est un ordinateur. Soudain, vous n'êtes pas seulement plus réceptif. Vous devenez un immense récepteur. On est parfois obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Je veux quelque chose de prodigieux. Intemporel. Venez, suivez-moi. On sera tous des cyborgs dans peu de temps. N'oubliez pas qu'ils sont générés par l'IA. Pour eux, tout ça est réel. Prête ? Je suis toute oui. 7 saisons déjà pour cette série d'anthologie au succès mondial. Gauthier, j'ai envie de te poser une première question en ouverture. Déjà, c'est quoi une série d'anthologie ? Une série d'anthologie, c'est une série où les saisons ne se suivent pas nécessairement. Les saisons peuvent être regardées de manière indépendante. Et alors, c'est encore plus frappant dans Black Mirror, puisque chaque épisode de Black Mirror est un épisode qui se regarde... c'est un petit film à lui seul, quoi, en fait. Il y en a qui ont d'ailleurs carrément la longueur d'un petit film, puisque l'épisode 3, par exemple, de cette nouvelle saison, est un épisode qui dure à peu près 1h20. Donc, c'est presque véritablement un petit film, puis c'est d'autant plus un petit film que dans ce petit film, il est question de recréer un petit film de l'époque classique du cinéma américain. Et puis, il y en a d'autres qui sont moins longs, qui durent parfois 45, parfois 50 minutes. Voilà, donc une série d'anthologie, c'est une série où, comme ça, les éléments qui composent la série sont indépendants. Oui, pas les mêmes acteurs et actrices. Voilà. Pas le même genre, pas du tout pas la même histoire. Ça se suit pas, quoi. Voilà. Sauf une fois, on va le voir, justement... c'est la première fois dans cette saison 7 qu'un épisode aura une suite. On va y revenir. Alors, le concept, c'est ce que tu as expliqué. Chaque épisode, une nouvelle technologie, un nouveau service ou un nouveau gadget et une nouvelle situation. Et bien sûr, qui va en montrer les limites de ce nouveau service. C'était d'abord découpé en 3 épisodes par saison. Et puis, depuis, la série a pris son envol au fur et à mesure pour arriver aujourd'hui, donc 6 épisodes pour cette saison 7 et un casting, encore une fois, très solide, puisque on retrouve notamment Peter Capaldi, c'est un des Doctor Who, Will Poulter, Paul Giamatti, Awkwafina, Christine Milioti qui revient avec Jesse Plemons. Enfin voilà, il y a du monde et il y en avait déjà dans les anciennes saisons, que ce soit Daniel Kaluuya, Bryce Dallas Howard, Miley Cyrus, Anthony Mackie, Josh Hartnett. Enfin voilà, il y a du monde. Ouais, tout à fait. C'est une série qui est extrêmement bien produite. Et alors, pour moi qui suis féru de récits d'anticipation,
j'en prends vraiment plein la vue, on va dire, à chaque épisode, puisque la plupart du temps, Black Mirror s'applique à recréer un monde qui est reconnaissable pour nous tous, parce que c'est souvent un monde tel qu'il est, tel qu'il existe déjà, mais va faire un petit pas de côté sur une technologie en particulier et se poser les bonnes questions, et si cette technologie était accessible, puisque ce sont à chaque fois des technologies qui sortent pas de n'importe quel chapeau. C'est des technologies qu'on peut voir venir dans un futur proche, qu'on peut imaginer. Elles sont pas totalement irréalistes, quoi. C'est de l'anticipation, on va dire. C'est pas de la science-fiction. Voilà, on est très loin de Star Trek, etc. Sauf l'épisode parodique. Oui, bien sûr. Alors, on est en général pas sur du space opéra. Parfois, il y a des épisodes qui prennent quand même la liberté de réinventer un monde totalement futuriste et de nous plonger dans un truc plus proche de Blade Runner que de notre quotidien. Mais la plupart du temps, on parle de choses très très reconnaissables, et c'est là où l'anticipation joue très bien son rôle, puisqu'il s'agit, c'est la définition du genre, il s'agit de se questionner sur les dérives potentielles de certaines avancées de la science, tout simplement. Et là, le début de la série, c'était donc au début des années 2010. Des fois, il y avait quelque chose des technologies qui était de l'anticipation, mais aujourd'hui, qui sont devenus quasiment des réalités, ou qui le sont devenus totalement. Cet épisode, par exemple, où on retrouvait une héroïne qui devait subir un système de notation selon toutes ses réponses dans la vie de tous les jours, avec toutes ses interactions sociales. Et on sait que, par exemple, en Chine, c'est quelque chose qui a vu le jour depuis. Oui, et puis de toute façon, enfin, c'est à la fois... C'était un épisode très marquant, c'était celui avec Bryce Dallas Howard. Tout à fait. Et on voyait très vite les dérives de ce système. C'était à la fois très marquant au moment où on l'a vu, et ça paraît très désuet aujourd'hui, parce que tout est noté constamment. Même nous, on est noté. À chaque fois qu'on a une interaction en ligne avec un vendeur, on note le vendeur, puis le vendeur note son client. Enfin, tout est noté maintenant. Et parfois, parfois on le regrette un petit peu, hein. On sait bien qu'il y a certaines professions où ils sont... Enfin, s'il y a une mauvaise note qui tombe, c'est dramatique pour eux, quoi. Surtout qu'avec les algorithmes, ça pardonne pas. Hein. Ta moyenne, elle est explosée direct. Exactement, ouais. Tu dirais que Black Mirror, c'est plutôt pessimiste ou c'est plutôt lucide, au final ? Ouais, ça, c'est une assez bonne question. Je pense que c'est ni tellement pessimiste, ni tellement lucide. Je pense que c'est un peu malin et joueur, voilà. Je pense que finalement, dans ces épisodes qui prédisent un avenir pas très radieux, on s'amuse à tirer sur des ficelles et à voir jusqu'où on peut les faire aller. Je pense que les gens qui regardent Black Mirror beaucoup plus pour s'amuser que pour se déprimer, si tu veux. Donc il y a quelque chose d'un petit peu malin et joueur dans ces épisodes de Black Mirror. Le premier épisode de cette saison 7, par exemple, imagine qu'on puisse avoir nos mémoires de cerveau sur un serveur de streaming. Et donc, à partir de ce moment-là, il va falloir payer le service de streaming pour avoir accès à notre mémoire. Et peut-être que dans notre dos, on va mettre des publicités. Donc, on va se mettre à raconter des publicités et tout ça. Et qu'il va falloir payer un service de streaming premium ou plus pour pouvoir avoir accès à soi-même sans la publicité. Et enfin, tout ça est assez malin. Mais tout le monde m'a dit, enfin, les gens qui l'avaient regardé m'ont dit « Ah là là, qu'est-ce que c'est déprimant, c'est affreux ce premier épisode et tout ». Moi, ça m'a plutôt amusé, ce moment où je vois l'héroïne qui se met à raconter de la publicité à tout le monde et tout. Je pense qu'on joue à étirer le concept jusqu'au bout. Par exemple, si on sort de la zone de service du streaming, et on n'a plus de réseau, et du coup on s'évanouit, quoi. Et puis il faut revenir en arrière, il faut être physiquement dans la zone de couverture pour pouvoir réavoir accès à soi-même. Et peut-être que à l'avenir tout le pays sera couvert, mais alors là il faudra payer encore plus cher pour pouvoir avoir accès à tout le pays et tout. C'est malin, ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en plus, c'est diffusé sur Netflix aujourd'hui. Et les créateurs de la série n'hésitent pas à brocarder l'image du diffuseur. Quand on se souvient la dernière saison, cet épisode justement où on revoyait un personnage revoyait sa vie joué par des acteurs, mais toujours avec un petit peu d'avance, et surtout dans les choses qu'on ne dit pas au quotidien à tout le monde. Et donc tous ses collègues regardaient sa vie, et c'était une descente aux enfers, et c'était aussi lié à un faux service d'abonnement en ligne, de diffusion de vidéos, etc., etc.
Voilà, alors je sais bien que je dis de manière générale que je ne fais jamais de politique ici. Je vais me permettre de faire une toute petite remarque. Moi, c'est un truc qui me fait un petit peu bizarre et qui me gêne un petit peu quand je vois Netflix eux-mêmes se moquer de leur propre, enfin de ce qu'ils font à leurs clients, hein, à leurs abonnés finalement, ni plus ni moins. J'ai un peu envie de dire, notamment devant ce premier épisode de la saison 7, c'est marrant parce que c'est vrai, mais c'est vous qui nous faites ça au fait. Donc pas si marrant que ça. Et puis effectivement, il y avait le premier épisode de la précédente saison qui se moquait de Netflix c'était un jeu de mise en abîme comme ça. À chaque fois que ça lançait une petite boutade sur les dérives de soi-même, t'avais un petit peu envie de dire oui, mais c'est vous qui faites ça quand même. Si vous trouvez ça méchant, juste arrêtez de le faire, peut-être aussi. Il y a beaucoup d'épisodes aussi où les personnages, évidemment, pour pouvoir créer une histoire qui se tienne, font et prennent des décisions qu'on ne prendrait peut-être pas soi-même et du coup dévoie l'utilisation initiale d'une nouvelle technologie ou ce genre de choses, et on se dit que mine de rien des fois ça pourrait être des avantages. C'est un peu comme aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui fait perdre des emplois mais qui à côté peut permettre des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Enfin, c'est toujours ce paradoxe en fait. Ouais. Et puis il y a aussi ça dans l'épisode 3 dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils imaginent qu'on fasse un remake d'un film classique en utilisant l'intelligence artificielle et tout ça, et t'as envie de dire oui, je sais que vous faites ça, arrêtez de le faire du coup. Je sais que la dérive c'est qu'on va finir par arriver à faire des absurdités pareilles et ça fait ça fait un petit peu peur. Ouais. Celui-là il est particulier parce que tu disais il dure 1h20 et il a une esthétique vraiment à part, avec pas beaucoup de scènes en noir et blanc. C'est un peu comme si il refaisait Casablanca, mais qu'au lieu de mettre j'ai oublié Humphrey Bogart, il demandait à un acteur ou une actrice d'aujourd'hui de le remplacer, et donc du coup c'est tout généré par ordinateur. Effectivement, qu'est-ce qu'il devient quand le langage a évolué, quand la société a évolué, etc. C'est un épisode que j'ai trouvé l'un des plus marquants, mine de rien, de cette saison. Oui, j'ai trouvé le dispositif assez fascinant parce qu'effectivement, on rêve tous de vivre dans un film, quoi, de vivre dans un beau film comme Casablanca, parce que c'est clairement Casablanca qui est le modèle à ce film-là. Donc ça, c'est assez intelligent, mais assez vite, je me suis dit, mais du coup, ce dispositif... il enlève totalement la question de la mise en scène. C'est-à-dire que comme c'est un peu comme du théâtre filmé, il n'y a plus personne pour dire on va mettre la caméra ici, on va faire un gros plan sur ça et tout ça. Donc bon, l'idée est charmante parce que pour les cinéphiles comme nous, l'idée de plonger dans un film et de vivre un film, c'est génial. Mais quand même, le cinéma, ça se fait pas comme ça normalement. Est-ce que sur le ton ou la qualité, tu trouves qu'il y a eu une évolution au fil des saisons ? On rappelle qu'au début, on est quand même sur quelque chose de très très british qui après devient beaucoup plus international. Comment tu qualifies la série ? Tu le regardes avec le même œil ? À chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je me dis chouette, on va avoir des nouvelles propositions et tout ça. Pour en dire un petit défaut, il y a tellement eu de propositions dystopiques et tellement eu de gadgets dans les épisodes et tout que je finis un peu par tous les oublier, moi. Il faut vraiment qu'on me remette, quand on m'en parle, qu'on me dise mais si, tu sais, c'est celui où on imagine qu'il y a un petit robot chien tueur et tout, et là je me dis oui, ça me revient par bribes, quoi. Donc peut-être trop d'épisodes, hein, maintenant, tout simplement. Comme il n'y a pas de fil continu, il faut se rappeler de tout, et ça j'ai un peu de mal. En revanche, je trouve qu'il y a une très très belle qualité à essayer de faire une série différemment et à essayer de proposer vraiment quelque chose d'unique, de très singulier aux spectateurs. Je pense par exemple à un épisode qui s'appelait Bandersnatch. Ouais, alors celui-là, il est hors saison. Voilà, et qui est presque un jeu vidéo à lui seul, c'est-à-dire que régulièrement, la série nous demande si on veut prendre plutôt cette voie-ci ou cette voie-là, et en fonction de l'itinéraire qu'on prend, l'épisode va être différent. Chaque spectateur va avoir un épisode différent. Ça, je trouve ça... Bon, évidemment, c'est très compliqué à faire, parce que c'est très long.
Mais je trouve que c'est une très belle proposition, vraiment. Ça me rappelle plus qu'un jeu vidéo, ça me rappelle vraiment les livres dont vous êtes le héros, qui était un truc qui existait dans les années 80 et 90, peut-être même avant. Et où tu avais vraiment ce truc-là, si jamais vous voulez ouvrir la porte, allez au chapitre 32, si jamais vous voulez faire demi-tour, allez au chapitre 27. Ouais, et je dirais d'autant plus, ça m'intéresse d'autant plus que, si tu veux, on s'est beaucoup parlé, toi et moi, de qu'est-ce qui existe sur les plateformes et qui n'existe pas ailleurs. Et typiquement, ça, c'est une proposition que tu ne peux faire que sur une plateforme. La télévision serait pas très bonne pour ça, puis alors le cinéma, c'est pas son propos du tout. Et je suis content de voir qu'une plateforme, enfin Netflix en l'occurrence, arrive à proposer un truc qui est totalement unique, singulier et qui ne peut exister encore une fois que sur plateforme. Alors pour faire vite, sans trop spoiler, on a donc dans cette nouvelle saison un épisode qui fait l'objet d'une suite. Le premier épisode que Black Mirror justement amène sur la suite de quelque chose qu'il avait déjà lui-même créé, sauf qu'il va beaucoup plus loin, ce qui n'était que une projection dans le fameux épisode USS Callister, donc qui est une parodie de Star Trek, où un créateur un petit peu fou avait décidé de copier les personnalités de ses collègues pour en faire des sortes d'esclaves dans un vaisseau spatial, etc. Là, cette suite va beaucoup plus loin dans tout ce qu'elle raconte. C'est un petit peu comme quand on est dans Retour vers le futur 2 et qu'on revoit les éléments de Retour vers le futur 1, quand on revient dans les années 50 et où on voit Marty qui passe d'un côté et le nouveau Marty qui caché pour pas le rencontrer, etc. Ça joue, mais au niveau des concepts, sur cette espèce de double boucle, je trouve que ça fait partie des épisodes les plus réussis, encore une fois, de la saison. Je crois qu'il clôt même la saison, donc et qu'il dure lui aussi quasiment une bonne heure et demie, ou quasiment, enfin presque, quoi. Bah, tu vois, là, c'est pareil. Tu m'avais évoqué l'existence d'un épisode de Black Mirror qui parodiait Star Trek. Et quand tu m'en as parlé, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, mais j'arrivais plus du tout à resituer ce que ça racontait et tout ça. Est-ce que c'est celui avec Will Poulter, justement ? Ou est-ce que c'en est un autre ? Non, c'en est un autre. Ouais, bon, bah, tu vois, tout ça est un petit peu comme un gros nuage dans ma tête. J'aime beaucoup regarder chaque saison de Black Mirror à chaque fois, mais après, une fois que c'est fini, j'ai un petit peu du mal à me souvenir de tout, quoi. C'est vrai que Black Mirror a quelques biais. Il y a souvent une thématique jeu vidéo de loin en loin. Ouais. Ça revient cette fois-ci, et encore une fois avec un prisme totalement différent. On se souvient d'un épisode dans les premières saisons avec Russell White, le faux Captain America. J'ai oublié son nom, le fils de Kurt Russell. Oui. Wyatt Russell. Wyatt Russell, ouais, c'est ça. Et voilà, donc c'est des choses qui reviennent. Là, ça revient un petit peu, mais c'est avec un des Doctor Who, en l'occurrence. Moi, il y a un épisode qui m'a vraiment marqué. Il est vers la fin de la saison. C'est celui où une IA permet de revivre ses souvenirs à travers des photos. C'est-à-dire qu'on regarde des photos et grâce à un implant, on réussit comme si on y était, à se plonger dedans et à revivre les scènes qu'on a déjà vécues. Et alors là, justement, la grande question, c'est est-ce que ça enrichit, c'est une avancée thérapeutique ou est-ce que c'est une entrave au travail de deuil ? C'est vraiment quelque chose d'assez... Oui, c'est une excellente question. Ouais. C'est un épisode avec Paul Giamatti, justement, qui a pris de l'âge, en l'occurrence. Et ça fait partie des épisodes qui secouent, moi, je trouve. Ouais. Puis ça pose de vraies questions sur ce qui est la nostalgie, la mélancolie et tout ça, ouais, bien sûr. Du coup, est-ce qu'on conseille ce Black Mirror ? Oui, bien sûr. On n'a même pas tellement besoin de nous pour conseiller Black Mirror. Tout le monde sait très bien que Black Mirror, c'est une des plus grandes réussites des plateformes. C'est une des plus grandes séries, une des plus vues dans le monde et tout ça. On se demande même... Est-ce que Black Mirror aurait si bien marché si elle était passée à la télévision, si ça n'avait pas été un produit de plateforme ? C'est ça que j'aime bien avec Black Mirror, c'est que j'ai vraiment le sentiment, la conviction que c'est un pur produit de plateforme et que c'est une série qui fonctionne bien et qui se diffuse bien, justement parce qu'elle est en libre accès comme ça et qu'on peut la regarder à la vitesse qu'on veut, quand on veut et tout ça. Moi, je rajouterais juste que si vous êtes un petit peu perméable à ces univers de science-fiction et ce genre de choses, insistez ou donnez justement une chance à cette série parce que c'est beaucoup plus un récit autour d'un questionnement sur l'humain, l'être humain,
à travers les technologies qu'une série sur les technologies. Ouais, quand on vous dit que c'est une série de science-fiction, c'est pas du tout une série qui commence par dans un futur très très lointain, un Los Angeles dystopique ou je sais pas trop quoi. C'est juste la plupart du temps un monde enfin c'est notre monde et ça questionne notre rapport à la technologie et à ses progrès. Merci beaucoup Gauthier. Je rappelle donc que la saison 7 de Black Mirror est disponible depuis le 10 avril sur Netflix. Et je te propose de laisser là les IA dévoyés et les autres services contournés pour un polar torturé. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Jude Law avec une moustache contre Nicolas Hoult au menu, Gauthier. Ouais, tout à fait. C'est un film qui s'appelle The Order et qui se situe dans l'Amérique, enfin vraiment dans le Midwest des années 80. Et un agent du FBI, qui est interprété par Jude Law, arrive là pour enquêter d'abord sur un meurtre, sur une disparition qui va devenir un meurtre. Et puis en tirant le fil, on va découvrir qu'il y a là, dans cette campagne, une cellule de suprémacistes blancs. J'aime pas trop les appeler comme ça. Moi, je trouve que ça s'appelle juste des racistes, au fait, quoi. Des racistes très, très vénères. Qui prépare peut-être même un coup d'État et qui sont en train de rassembler une armée. Dans toute révolution, il faut que quelqu'un tire le premier coup. Va ouvrir le coffre. Allez, on se casse. Shérif Laughlin, Terry Husk. J'avais une question sur des affiches que j'ai vues. Le pouvoir aux Blancs. C'est les nations ariennes? Vous savez ce que c'est, mon problème avec vous, les fanatiques? Vous avez besoin d'avoir un bouc émissaire à qui reprocher tout ce qui vous arrive. Ces brochures que vous avez vues, ils impriment pas que ça. C'était en juin. Une bombe a sauté dans une synagogue à Boise, en disant que c'était que le début. Le début de quoi? Cet ouvrage symbolise notre droit de naissance. Ça raconte une histoire d'un groupe de blancs séparatistes qui mène une guerre raciale contre le gouvernement des États-Unis. Nous n'encourageons jamais nos membres à enfreindre la loi. Ouais, ce qui est étonnant dans cette proposition, c'est que c'est un film qui est réalisé par Justin Kurzel, qui était le réalisateur qui nous avait déjà offert une version de Macbeth qui était allé au Festival de Cannes en 2015 de tête, puis qui avait essayé de se mettre aux jeux vidéo avec l'adaptation cinématographique de Assassin's Creed. Ah. Et, ouais. Ça, c'est pas allé à Cannes. Hein. Non, ça, c'est pas allé à Cannes. Et puis, même le Macbeth qui était allé au Festival de Cannes, moi, je commence à avoir vu un certain nombre de propositions autour de Macbeth. Et c'est pas ma préférée de très, très loin. C'est celui qui est en noir et blanc avec Denzel Washington ou pas du tout? Non, ça, c'était celui de Joel Cohen. Okay. Celui-là, c'était avec Michael Fassbender et Marion Cotillard. Et ça se voulait un peu épique, si tu veux. Mais bon, tout le monde était compétent, c'est juste que j'avais trouvé ça un petit peu indigeste sur la fin. Donc moi, j'avais jamais vu de film de Justin Kurzel que j'aimais bien pour le moment, même si je reconnais qu'il y a un talent derrière, il y a un œil, il y a quelqu'un derrière la caméra qui essaye de faire des belles choses. Et bon, déjà, il y a une certaine virtuosité dans ce film-là, c'est-à-dire que le film est assez beau à regarder, c'est assez plaisant, tout le monde joue extrêmement bien, tout le monde est sur la note, c'est la reconstitution est assez parfaite et tout. Et puis on a l'impression, parce qu'on est en train de vivre les années Trump et tout ça, que les suprémacistes blancs, c'est un truc récent. Et en fait, ce film nous rappelle aussi que pas du tout. C'est quand même un truc qui est ancré dans le noyau dur des États-Unis. Il y a un problème, mine de rien, avec ce racisme extrême, extrêmement radical. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un racisme ordinaire comme on en voit autour de nous chaque jour. On ne parle pas de ça, là. On parle de gens qui sont racistes dans leur ADN. Ils sont convaincus que le monde doit être blanc, que l'homme doit être le maître de la maison, que la femme doit être en cuisine. Tous les trucs mauvais qu'on nous apprend tous les jours, là, eux, ils s'en font une religion, si tu veux. Donc, c'est une plongée dans cet univers-là. Et on découvre aussi, à travers l'enquête de Jude Law, que ce suprémacisme, il a différentes couches. Il a en général une façade qui va être pas très reluisante, déjà probablement avec des croix gammées et tout ça.
mais qui chez eux ne transgressent aucune loi. C'est-à-dire qu'ils sont entre guillemets bien sous tout rapport. C'est juste que eux, ils pensent comme ça, ils revendiquent le droit de penser comme ça. Mais ils passent pas à l'acte, peut-être. Mais ils passent pas à l'acte, c'est juste, ils ont des révérends qui prêchent la mauvaise parole, du coup. Mais bon, ça reste des osos dans des églises radicales qui se rassemblent entre eux, et puis voilà. Mais quand on pousse plus loin et qu'on soulève certaines casseroles, et ben là, on découvre qu'il y a des gens qui sont en train d'engager une lutte armée, qui sont en train de réunir un arsenal militaire horrible, qui sont nombreux. Donc des idées nauséabondes pour se transformer en actes nauséabonds. Ouais. Et qui pourraient bien, si on les laisse faire, s'engager dans un coup d'État, possiblement. Donc ça, c'est assez vertigineux. Et le film réussit quand même à s'organiser, pas uniquement comme un film qui fait un portrait politique d'une partie de la population américaine, mais vraiment comme un thriller. Donc il y a vraiment des moments de course-poursuite, de fusillade et tout ça. Et puis, c'est un film qui arrive aussi à ne pas trop faire de manichéisme, c'est-à-dire que Jude Law est un gentil, mais un gentil assez ambivalent quand même. Parfois, quand il sort les griffes, on n'a pas envie d'être en face de lui et tout ça. Et ce qu'il y a de fort dans le personnage de Nicholas Hoult, qui joue son antagoniste, donc le chef de la cellule terroriste, c'est qu'on sent bien que lui, il est absolument inarrêtable, quoi. Inarrêtable. Donc tout ça fait un polar très très sombre, très sombre, mais très réussi aussi. Jolie montée en puissance de Nicolas Hoult quand même, quand on sait de ses débuts sur Skins pour arriver en passant par les X-Men, Mad Max, jury numéro 2 chez Clint Eastwood, et donc là c'est peut-être pas l'un des plus grands films, mais en tout cas des rôles... Bah oui, puis c'était... il y a déjà presque 10 ans qu'il était dans Mad Max Fury Road, quoi, donc c'est... Je sais pas si c'est une star bankable, je pense pas qu'on puisse vendre un film sur Nicholas Hoult, mais c'est quelqu'un, on voit bien, les réalisateurs peuvent lui faire confiance, quoi. Il est très compétent. Donc c'est en plus, je trouve qu'il a une très bonne bouille de cinéma, moi, donc c'est un acteur que je suis très heureux de retrouver de film en film. Ça s'appelle donc The Order, c'est disponible sur Prime Video depuis février dernier. Merci beaucoup Gauthier pour cette recommandation. Merci à toi. Je te propose d'enchaîner tout de suite avec l'agenda. C'est l'agenda de la semaine du 14 au 20 avril. Cette semaine, évidemment, depuis lundi, l'événement, on en a parlé la semaine dernière, c'est The Last of Us qui est là sur Max pour 7 épisodes d'à peu près 1 heure. Une saison 2, donc, où on retrouve Joel et Ellie de retour après la fin en suspens qu'avait été la première saison et le premier jeu qui était adapté. Et donc là, cette semaine, toi, tu as vu le premier épisode. Ouais, ça y est, je l'ai vu, ouais. Et bah, il est bon. Ah bah oui, c'est très bien. Bah oui. J'étais même très déçu que ça s'arrête, qu'on ait qu'un seul épisode. C'est frustrant. Pour le lancement, ils auraient pu en mettre 2. Après, il n'y en a que 7. Ouais. Voilà, c'est moins que dans la première saison. Et pourquoi il y en a moins ? Parce que ils ont tout simplement adapté ce deuxième jeu en 2 saisons. Donc la troisième rentre en tournage bientôt cet été, je crois. Et on devrait voir ça assez rapidement. Si vous voulez plus d'informations sur The Last of Us, je vous renvoie à notre épisode 22. Voilà, faites-vous plaisir. On était avec Yannick Le Fur, Exactement. ancien rédacteur en chef de jeuxvideo.com pour en parler. Cette semaine, depuis mardi, j'ai une petite... j'ai quelque chose de spécial, Gauthier. C'est 9 épisodes d'1 heure, hein, c'est pas rien, sur Netflix. Ça s'appelle Kian's Bizarre B&B. Donc B&B comme Bed and Breakfast. Ouais. C'est une série de télé-réalité qui est un peu entre LOL qui ressort et Ninja Warrior. Déjà, je t'ai accroché. Déjà, c'est bien. Alors, c'est sud-coréen, bien sûr, et c'est donc diffusé sur Netflix. C'est quoi ? C'est Kian84, qui est un dessinateur de manhwa. C'est la version coréenne des mangas. Qui a créé un B&B extravagant sur une île avec l'aide de 2 personnalités que sont un membre du groupe BTS, c'est quand même pas rien, ouais. Hein, voilà, et une comédienne de l'équivalent du SNL en Corée, en gros. Et voilà, donc ils ont créé un lieu atypique qui est très inspiré au niveau des couleurs et de ce genre de choses, de ce qu'on avait vu avec Squid Game. Tu sais, quand ils sont sur une île et que voilà, donc il y a quelque chose de ça. D'accord. Sauf que là, il n'y a rien de dangereux. C'est beaucoup plus humoristique, bien sûr, mais voilà, des personnalités vont arriver et vont être
un petit peu chahuté, on va dire. D'accord. C'est Kian's Bizarre B&B et c'est sur Netflix. Le même jour, on a une série qui s'appelle Le Dôme de Verre qui sort 6 épisodes. Alors rien à voir avec Under the Dome, hein. Là on est sur un thriller. C'est une mini-série suédoise. 6 épisodes donc pour nous parler d'une criminologue qui retourne dans sa ville natale, marquée par un drame dans son enfance. Et lorsqu'une jeune fille disparaît, elle doit affronter tous ces traumatismes du passé pour résoudre l'enquête. Donc c'est un petit peu comme notre série en Bretagne il y a 15 jours, mais sans le surnaturel. D'accord. Ça s'appelle Le Dôme de Verre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a depuis quelques jours, depuis le 16 avril exactement, sur Apple TV+, en 10 épisodes, un truc qui s'appelle Government Cheese. Government Cheese, c'est une série déjà, et c'est une comédie dramatique de mœurs qui nous replonge dans les années 70, puisqu'on va avoir un homme qui sort de prison pour retrouver sa famille, en espérant reconstruire sa vie, mais sa femme et ses enfants ont évolué mentalement, alors que lui, il est resté au point de départ, là où au moment où il avait fait son infraction et qu'il avait été condamné. Il y aura les 4 premiers épisodes dès le premier jour. Très bien. Voilà, c'est sur Apple TV+. On a ensuite The Stolen Girl. Alors là, on passe sur Disney+, le 16 avril. 5 épisodes pour une mini-série britannique pour tous les fans de thriller, puisque le pitch, c'est quoi ? C'est lorsque sa fille Lucia disparaît après une soirée pyjama, Elisa découvre que la mère de l'amie de sa fille, Rebecca, n'est pas celle qu'elle prétend être. Donc une course contre la montre s'engage pour retrouver l'enfant, révélant des secrets enfouis. J'aime bien, ça a l'air bien ça. Le cauchemar de tous les parents qui laissent leurs enfants aller chez leurs potes. On retrouve au casting notamment Dennis Goff, que vous avez pu voir dans Andor. C'est cet agent de l'Empire blonde particulièrement déterminé. On a toujours le 16 avril une autre dinguerie. Et là, vraiment, je pense qu'on est sur quelque chose de complètement atypique. J'aime bien. C'est en 4 épisodes et c'est sur Netflix. Ça s'appelle Projet UFO. Alors, D'accord. Tu vas me dire, mais des trucs qui parlent d'extraterrestres, Romain, on en a quasiment tous les mois. Alors oui, mais là, c'est une série. C'est donc une fiction. Une série dramatique. C'est polonais, figure-toi déjà. Donc, une série polonaise avec un ton très décalé et un look particulier et particulièrement original. Dans le pitch, c'est quoi ? C'est que dans la Pologne des années 80, un animateur de télévision vaniteux et un ufologue d'une petite ville enquêtent sur un prétendu atterrissage de d'OVNI. Et cette enquête va déclencher une tempête de doutes et de croyances à travers tout le pays. Un petit peu comme notre cher réalisateur de Citizen Kane. Orson Welles. Orson Welles qui, avec son émission de radio, avait déclenché la peur partout. Ouais. Donc là, ils font une sorte d'émission de télé, l'un par appât du gain et l'autre par conviction, et tout d'un coup, il se passe des choses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est orchestré ? En tout cas, voilà, c'est une série de Casper Bajon. Je sais pas si je le prononce bien, je ne pense pas. Mais 4 épisodes, ça se regarde en une seule soirée. Ouais, c'est un super pitch. Netflix est décidément vraiment à la fête cette semaine, puisque le 18 avril de sortie, une série dramatique romantique pour tous les fans de Dr. Queen et de Yellowstone. Je vais pas plus loin. 10 épisodes, nouvelle vie à Ransom Canyon. Les fans apprécieront. Et à côté, on a E-Hostage. Alors là, c'est un petit peu plus sérieux. C'est un thriller néerlandais en 1h40. Je voulais quand même qu'on n'ait pas que des séries, qu'on ait un petit peu un film aujourd'hui. C'est inspiré de faits réels. C'est pour ça que c'est intéressant. Et ça retrace la prise d'otage survenue en 2002 dans un Apple Store à Amsterdam, où justement... on voit à travers les perspectives des victimes, des forces de l'ordre et du preneur d'otages un récit un petit peu sous différents angles de vue d'une situation en plein cœur de la capitale. Une sorte de Rashomon, quoi. Un petit peu, c'est exactement ça. Et enfin, en France, c'est le retour de LOL qui ressort sur Prime Video. C'est disponible depuis le 18. Et du coup, on peut dire quoi ? C'est la même chose, sauf que cette fois, Philippe Lalchaud reçoit Muriel Robin, Artus, Vincent Dedienne, Camille Chamou, Jérôme Niel, Fatou Kaba, Cédric Doumbé, Marina Rollman, Alexandre Kominek et Fred Testo. Il faudrait peut-être que je m'y mette à ça un jour, parce que en fait, j'ai jamais regardé parce que j'ai toujours un petit peu peur. Moi, quand on me dit regarde ça parce que tu vas rire, en général, ça me fait pas rire. Surtout qu'il s'empêche de rire, donc l'effet comique retombe des fois. Ouais, en plus. Mais pour le bien de ce podcast, je pense qu'un jour, je m'y mettrai et qu'on en parlera un petit peu.
Personnellement, c'est pas un programme que j'affectionne de très haut niveau, mais il y a des petits moments qui en soi sont vraiment hilarants. Je repense à cette façon de réussir à chanter quand on s'appelle Alban Ivanov du Lady Gaga, c'est particulièrement difficile. Ou une sorte de bourrée auvergnate par Jérôme Commandeur en costume et en sabot. Il y a des petites choses comme ça qui m'ont marqué et je t'avoue que le reste par contre est parti aussi vite. Ouais, ok. Voilà pour les sorties en vrac. On a l'arrivée de Obituary. Alors je l'ai fait vraiment en vrac. Obituary, ça m'a interpellé parce que c'est irlandais, c'est irrévérencieux. C'est une rédactrice de nécrologie qui voit son emploi menacé, qui va se mettre à tuer des gens pour continuer à bosser. Super pitch, très bien. C'est vachement drôle. Voilà, après on a du Light and Magic sur la société de ILM où on va en apprendre plus sur Twister, Pirates des Caraïbes, La Guerre des Mondes ou la prélogie de Star Wars, c'est sur Disney+. On a une série de sensibilisation au écologique pour les enfants qui s'appelle Jane sur Apple TV+, et un nouvel animé sur Disney+, qui s'appelle No Longer Rangers. C'est tout pour les sorties. Il y en avait beaucoup, et la semaine prochaine, il y en a encore beaucoup. On dirait qu'ils ont pris un peu d'air, et que là, comme c'est les vacances de Pâques, ils balancent tout. C'est la saison, ouais, c'est la saison. Écoute Gauthier, je te remercie d'avoir été avec nous encore une fois. Ah bah non, merci à toi. C'était Original, donc saison 1, épisode 23. On remercie toujours notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que Magic Andou à la production et au mixage. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 17h, pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.